Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 3 juillet et voici les titres. La région des Pays de la Loire développe une stratégie maritime. Pour cela, une assemblée régionale mer et littoral a été créée. Objectif, peser sur les décisions nationales et européennes. Car avec 450 km de côte, la région a une carte à jouer. Les explications à suivre dans ce journal. La télémédecine est-elle une solution face aux déserts médicaux? Ces consultations virtuelles sont de plus en plus pratiquées. En Vendée, un projet baptisé Télémédinov permet à des résidents d'EHPAD de bénéficier de ce type de service. Nous verrons comment cela fonctionne et ce qu'en pensent les patients. Et puis en fin d'édition, rencontre avec le frère Alain de Jésus, seul religieux ordonné cette année par le diocèse de Luçon. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'abbaye de la Grennetière. Mais avant de développer tous ces titres dans l'actualité nationale, Emmanuel Macron a réuni ce lundi après-midi les parlementaires au château de Versailles. Un congrès solennel qui sera renouvelé tous les ans. Le président de la République a présenté les grandes priorités de son quinquennat, notamment la lutte contre le terrorisme, annonçant la prolongation de l'état d'urgence jusqu'en octobre, mais en même temps sa levée à l'automne. Le chef de l'État a également rappelé qu'il voulait une Europe plus forte et qu'il souhaitait réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Un congrès qui précède le discours de politique générale du Premier ministre prévu ce mardi. Un discours qui sera évidemment suivi par les élus, notamment vendéens. L'association des maires et présidents de communautés s'est d'ailleurs réunie en fin de semaine dernière pour son assemblée générale. L'occasion d'exposer les attentes des élus envers les nouveaux députés. Nous allons voir d'abord ce que le président de la République et le gouvernement va nous donner comme nouvelles pistes. Et je crois que nous, notre rôle, c'est de faire remonter par nos députés toutes nos préoccupations du territoire. Et surtout leur transmettre ce message. Nous sommes des élus de territoire, nous sommes des élus de proximité et nous attendons aussi que nos élus qui nous représentent à l'Assemblée nationale soient aussi sur le territoire. C'est une première en Pays de la Loire, la constitution d'une assemblée régionale mer et littorale. Pilotée par l'État et la région, cette assemblée a été créée pour coordonner les différents acteurs du secteur maritime. Objectif, peser sur les décisions nationales et européennes. La première séance d'installation, s'est déroulée ce vendredi à l'hôtel de région à Nantes. Elle a réuni 180 participants prêts à travailler ensemble pour mettre en place une stratégie régionale autour de 3 grands axes: l'innovation, la protection de l'environnement et la valorisation de l'identité maritime. Les explications de Pierre Dalicieux. Avec 50 000 emplois directs et indirects en région Pays de la Loire, l'économie maritime est regardée de très près, notamment lors de cette première assemblée régionale mer et littorale. 180 personnes en tout, chercheurs, professionnels, collectivités. L'objectif, mettre tout le monde autour de la table, en particulier le monde de la pêche, de la conchyliculture et celui bien sûr des nouvelles technologies et de l'innovation. Quand on fait des parcs offshore, quand on fait de l'extraction de granulats, les pêcheurs ne peuvent plus aller pêcher. Donc il faut qu'on ait une stratégie commune, il faut que l'ensemble des usagers de la mer puissent s'exprimer, puissent se respecter pour qu'on puisse aboutir à des documents justement de coordination, de planification. État et région coprésident cette assemblée. L'Europe y est également un des acteurs majeurs et aussi à travers la pêche. Souvent montrée du doigt par les pêcheurs, la commission pêche du Parlement européen est venue aussi rappeler l'importance d'encadrer cette pratique. Je suis de ceux qui pensent que s'il n'y avait pas l'Europe aujourd'hui, il n'y aurait sûrement plus de pêche en Europe parce que les fonds auraient été pillés littéralement et grâce aux réglementations européennes qui sont parfois contraignantes pour les pêcheurs, il faut bien le dire, mais qui permettent de préserver la ressource, il y a toujours cette activité qui est importante pour nos régions. 450 km de côte en région Pays de la Loire, dont 250 en Vendée. Le département est bien sûr largement concerné par les enjeux liés à la mer. Le littoral vendéen est soumis de plus en plus à des pressions de toutes parts. D'un côté, on nous parle d'une élévation de la mer avec un potentiel danger, donc une vague qui arriverait de la mer et une vague aussi démographique qui arrive de la terre, avec une augmentation très très forte de la population sur le littoral vendéen. Le pays de Saint-Gilles que je connais bien, c'est près de 10% de l'augmentation de population de la Vendée, qui est déjà un département très dynamique. Donc comment traiter ces conflits finalement entre d'un côté l'environnement et d'un autre côté l'urbanisation galopante?
Développer, protéger et rayonner, c'est le dernier volet de cette conférence. En région, 73% des lits touristiques sont concentrés sur le littoral. Comment donc le rendre encore plus attractif tout en redoublant d'efforts pour le préserver? Ce lundi, les surveillants de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon se sont mobilisés. Ils dénoncent des conditions de travail déplorables en raison de la surpopulation carcérale. Ce problème, qui existe déjà depuis plusieurs années en Vendée, s'est aggravé ces derniers temps. La maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon accueille en effet certains détenus de Fontenay-le-Comte, l'établissement étant en travaux, mais aussi des détenus de Nantes, d'Angers ou encore de Rennes. Selon les syndicats, la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon enregistre une surpopulation de 250%, une situation qui inquiète fortement les gardiens de prison. Personne ne s'inquiète, on met les détenus à même le sol à dormir dans une cellule déjà de 3 détenus. Donc c'est des cellules maintenant de 4 détenus, un matelas au sol, les conditions de détention sont exécrables. Il y a eu la canicule qui n'a pas arrangé les choses, donc ça a automatiquement changé un petit peu le comportement des détenus. Ils sont un peu plus virulents, un peu plus agressifs, et donc ça a un impact automatiquement sur nos conditions de travail. Et parmi les autres dossiers que doit gérer le gouvernement, il y a celui des déserts médicaux. Nous vous en parlons régulièrement dans notre journal. La Vendée est l'un des départements les plus touchés. Alors la télémédecine pourrait-elle être une solution d'avenir? Comment se déroulent ces consultations virtuelles? Quels sont ses avantages? Qu'en pensent les patients? Nous sommes allés dans un EHPAD du nord-ouest vendéen, un EHPAD parmi 14 autres établissements du département qui testent ce dispositif. Le reportage d'Alix Lanous. Madame Dubois, vous allez venir avec moi pour le rendez-vous? Léone Dubois a rendez-vous avec un médecin spécialiste, un gériatre du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Machecoul. Mais elle ne mettra pas longtemps à s'y rendre. Il lui suffit en effet de descendre d'un étage jusqu'à la salle de consultation de télémédecine. Bonjour docteur. Bonjour Madame Dubois. Avoir des consultations de spécialistes à l'extérieur, il faut plusieurs mois. Donc en fait, ça nous a apporté une rapidité. C'est-à-dire qu'en général, quand moi je demande une consultation, en général dans la semaine qui suit, j'ai mon rendez-vous. Le résident, lui, ne va pas se déplacer. Donc déjà, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de coût au niveau du transfert. Le résident, c'est confortable pour lui parce qu'il reste à la résidence. Et puis la télémédecine, ça a aussi une fonction apprenante pour l'équipe. Car c'est à plusieurs que les professionnels de santé vont pouvoir travailler. À chaque téléconsultation, en effet, le résident est accompagné du médecin coordonnateur s'il est présent, d'une infirmière, mais également d'une aide-soignante, la personne qui connaît certainement le mieux les résidents dans leur quotidien. En gériatrie, il faut avoir une vision pluridisciplinaire parce que on a chacun une vue de la personne et du coup, l'idée c'est d'avoir un angle de vue à 360 degrés et peut-être pas louper quelque chose, quoi. Donc on voit bien là, en termes de dispositifs de soins, on est beaucoup plus performant, clairement, quoi. Et contre toute attente, la consultation virtuelle n'a posé aucun problème aux personnes âgées. Oh, pourquoi que ça gênerait? J'ai pas de raison. Réellement, les résidents presque pourraient se lever et vouloir serrer la main au médecin quand la consultation se termine. Donc, ce qui fait que, qui montre bien que l'outil est quand même assez et plutôt bien adapté. Allez, au revoir, Madame Dubois. Après chaque téléconsultation, l'équipe débrief. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, tout à fait. L'un des objectifs du système, désengorger les urgences en orientant directement vers les bons services ou en gardant les résidents à l'EHPAD. Les 14 EHPAD de ce dispositif de télémédecine travaillent ainsi en réseau avec le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan, mais également avec une quarantaine de professionnels de santé locaux. L'outil sert à faciliter les choses, mais avant de mettre l'outil en place, il faut que les professionnels de santé aient envie de collaborer, coopérer, travailler ensemble dans le cadre d'un protocole organisé. Donc la télémédecine, c'est un ensemble de choses. C'est l'outil qui permet de faciliter la communication, les relations, mais c'est avant tout des professionnels de santé qui s'appuient sur un projet médical. Lauréat d'un appel à projet national lancé en 2011, Télémédinov fait aujourd'hui ses preuves en Vendée, département test. Avec l'accord de leur médecin traitant, 680 résidents de 14 EHPAD du nord-ouest vendéen peuvent aujourd'hui bénéficier de l'expérimentation.
Il a choisi de consacrer sa vie à la religion. Le frère Alain de Jésus vient d'être ordonné à l'abbaye de la Grennetière. Une seule ordination cette année pour le diocèse de Luçon contre 4 l'an passé. Cette cérémonie, qui est toujours un moment particulier pour l'Église catholique, a réuni près de 200 personnes. Nous avons assisté à cette ordination faite de rituels. Décryptage avec Marion Vigreux. L'abbaye de la Grennetière est en effervescence. L'un des moines de la congrégation est ordonné prêtre. Sous le chapiteau qui accueille la messe d'ordination, des fidèles ont pris place ainsi qu'une quarantaine de religieux pour accompagner le frère Alain de Jésus. J'ai traversé des moments où j'étais un peu plus speed peut-être, un peu angoissé un petit peu. Et puis là, il y a une grande paix, il y a une grande joie parce que aussi il y a beaucoup de gens que j'aime. L'ordination du frère a été proposée par ses supérieurs et validée par l'Église. Cette messe qui le consacre se déroule alors selon un rituel très précis. Dans un premier temps, le futur prêtre est présenté à l'évêque qui l'interroge sur ses aptitudes. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Saint Michel, Gabriel et Puis vient la litanie des saints, prière de toute l'Église pour celui qui est alors allongé au sol. Une position qui symbolise qu'en tant que prêtre, il devrait être un chemin pour tous ceux qui veulent découvrir le Christ. Le moment phare de la cérémonie est celui de la transmission du sacerdoce. L'évêque puis les prêtres apposent leurs mains sur la tête du futur ordonné en signe de communion et d'accueil. L'ordinant reçoit ensuite les vêtements sacerdotaux, étoles et chasubles. L'évêque lui dépose ensuite une onction de Saint-Crème sur les mains qui servira à tous les sacrements, avant de lui donner le baiser de paix traditionnel depuis les apôtres. Ce rituel de l'ordination est un moment fort pour toute la communauté des catholiques. Il marque à la fois le don que Jésus fait à son Église des sacrements, mais aussi la continuité au cours du temps, au cours des siècles de la mission du Christ par le don du sacerdoce. Cette ordination sera la seule de l'année en Vendée, contre 4 l'année dernière. À ce jour, le département compte 200 prêtres, dont 100 sont en activité. Comme chaque lundi, jetons à présent un coup d'œil à l'agenda de la semaine. Ce mercredi, fin de suspense pour les lycéens. Les résultats du baccalauréat seront publiés sur les différents sites internet des académies. Ils seront également affichés dans les lycées. Jeudi, le théâtre à l'honneur, c'est le début du Festival d'Avignon. Cette année, 2 compagnies vendéennes y participent, la compagnie Grizzly et le 4e Mur. Toutes 2 se produiront au Grenier à Sel, un lieu qui fait partie du Festival Off d'Avignon. Et puis ce samedi, les écoliers pourront ranger leurs cahiers, stylos. C'est la fin officielle de l'année scolaire, le début des grandes vacances et des bouchons. Bison futé voie rouge samedi dans le sens des départs. Mais la bonne nouvelle, c'est que les vacances devraient débuter sous un beau soleil. Le temps s'améliore ce mardi, vous le voyez sur la carte, pas de nuages à l'horizon sur toute la Vendée et les températures remontent. Il fera aux alentours de 24 degrés sur la côte et jusqu'à 30 dans les terres. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. Juste après ce journal, vous retrouverez votre bulletin météo complet et la météo des plages, puisque les programmes d'été débutent ce lundi, avec également l'émission Les Vendéens du Tour à retrouver à 19h45. Et puis les virées de l'été reviennent à l'antenne ce mardi. Durant toute la saison estivale, Arnaud Barrier teste pour nous différentes activités proposées en Vendée. Pour le premier numéro, il nous emmène sur l'île Dieu à la découverte des fonds marins. Quant à nous, je vous propose de nous quitter dans les airs avec quelques images de la 15e édition du festival À tout vent, un festival qui s'est déroulé ce week-end à Notre-Dame-de-Mont et qui réunit des créateurs de cerfs-volants du monde entier. À demain.